Ma fiancée a dit, je donne ta moto à mon frère pour son anniversaire, tu es trop vieux pour rouler de toute façon. J'avais 34 ans et j'avais construit cette moto de toutes pièces sur une période de 5 ans. J'ai répondu, touche-la et c'est terminé entre nous. Elle l'a fait remorquer pendant que j'étais au travail. Quand je l'ai déclaré volée, son frère a été arrêté lors d'un contrôle routier. Je suis un homme de 34 ans et je suis machiniste. Je conduis un tour à commande numérique par calculateur dans un atelier de fabrication de précision qui fabrique des composants aérospatiaux. Je fais cela depuis 12 ans. Je gagne environ 65 000 € par an, ce qui est très bien pour ce métier. Je suis habile de mes mains. Je suis patient avec le métal. Je peux maintenir une tolérance de plus ou moins 5 micromètres sur une pièce en titane. Ce genre de précision n'arrive pas si vous êtes une personne négligente. Je vous dis cela parce que j'ai besoin que vous compreniez que la moto n'était pas un jouet. C'était un projet d'ingénierie de 5 ans construit par quelqu'un qui usine des pièces d'avion pour gagner sa vie. La moto, laissez-moi vous parler de la moto. J'ai commencé sa construction quand j'avais 29 ans. C'est un café raceur sur mesure basé sur un cadre de Honda CB 750 de 1978 que j'ai trouvé dans une bourse d'échange pour 370 €. Sur 5 ans, je l'ai reconstruite de fond en comble. J'ai usiné moi-même des supports de moteur sur mesure, des couvre-culasses et des repose-pieds à l'atelier après les heures de travail avec la permission de mon patron. J'ai reconstruit le moteur avec un démontage complet, de nouveaux pistons, de nouveaux segments, une nouvelle chaîne de distribution, et j'ai rodé les soupapes à la main. J'ai soudé la modification de la boucle arrière moi-même. Je l'ai peinte dans le garage de mon ami pendant 3 fins de semaine. Vert anglais de course avec une seule bande crème. Investissement total, environ 12 900 € en pièces, matériaux et services que je ne pouvais pas réaliser moi-même, comme la peinture par thermolacage, le rembourrage de la selle et le faisceau électrique final. Cela ne compte pas les quelques 1200 heures de mon propre travail. Si je facture mon temps à seulement 28 € de l'heure, nous parlons de 33 100 € rien qu'en main-d'œuvre. Mais je ne l'ai pas construite pour l'argent. Je l'ai construite parce que construire des choses est ce que je suis. Chaque boulon, chaque support, chaque soudure sur cette machine a été touchée par mes mains. C'est, sans exagération, l'objet le plus significatif que je possède. La moto est immatriculée et la carte grise est à mon nom. L'assurance est à mon nom. J'ai chaque reçu, chaque commande de pièces, chaque photo du processus de construction organisé dans un dossier sur mon ordinateur. Plus de 400 photos documentent la progression entière de 5 ans, d'un cadre nu sur un support à une moto roulante en état de marche. Ma fiancée n'a jamais aimé la moto. Elle a été honnête à ce sujet dès le début de notre relation de 3 ans. Elle pensait que les motos étaient dangereuses. Elle pensait que le temps que je passais dans le garage pour l'entretien était de l'obsession. Elle appelait la moto « ton autre petit ami » sur un ton qui n'était qu'à moitié pour plaisanter. J'ai respecté ses inquiétudes. Je portais un équipement complet à chaque trajet. Je ne l'ai jamais pressé de monter dessus. Je roulais peut-être 2 fois par mois. Le dimanche matin, des trajets courts, de retour pour le déjeuner. Cela ne dominait pas notre vie. C'était un passe-temps. Mon passe-temps. Elle travaille comme assistante dentaire. Elle gagne environ 50 600 €. Elle est pratique, organisée et a des opinions bien arrêtées sur la façon dont les autres devraient dépenser leur temps et leur argent. Quand nous nous sommes fiancés, environ 8 mois avant cette histoire, l'une des premières choses qu'elle a dites a été « Je suppose que la moto s'en va une fois que nous serons mariés, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Non ». Elle a dit « Nous en parlerons ». J'ai dit « Il n'y a rien à discuter. La moto reste ». Cette conversation a eu lieu 3 autres fois au cours des mois suivants. Chaque fois, sa position s'est durcie. Il ne s'agissait plus seulement de sécurité. Il s'agissait de maturité et de priorité. Elle disait qu'un homme fiancé de 34 ans ne devrait pas jouer avec des motos. Elle disait que l'espace du garage serait mieux utilisé pour le rangement. Elle disait qu'elle voulait convertir le garage pour une seule voiture en un bureau à domicile pour elle-même. Chaque fois j'ai répondu que non, que la moto restait. Puis, il y a environ 5 semaines, elle a impliqué son frère. Son frère a 26 ans. Il est voiturier dans un hôtel. Il gagne peut-être 25 800 € avec les pourboires. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais c'est le genre de personne qui est toujours entre 2 choses, entre 2 emplois, entre 2 appartements,
entre deux projets qui ne se concrétisent jamais vraiment. Il parlait de vouloir une moto depuis environ 1 an. Il n'avait pas le permis pour en conduire une. Il n'avait pas l'argent pour en acheter une. Il n'avait pas la discipline pour en construire ou en entretenir une. Mais il en voulait une. Et dans leur famille, vouloir quelque chose était apparemment la première étape d'un plan en 3 étapes, où les étapes 2 et 3 consistaient à ce que quelqu'un d'autre le fournisse. Ma fiancée m'a fait asseoir un mardi soir et m'a dit « Je suis tout à fait sérieuse. J'ai décidé de donner la moto à mon frère pour son anniversaire. C'est le mois prochain. Il veut une moto depuis toujours. Tu la conduis à peine. Et honnêtement, tu es trop vieux pour être sur ce truc de toute façon. J'ai 34 ans. 34. Je suis un machiniste qui peut soulever de terre 140 kg et je joue dans un club de rugby amateur le mercredi. Je ne suis pas exactement sur le point de demander une carte de retraité. J'ai dit, tu ne donnes rien à personne. C'est ma moto. Je l'ai construite. Elle a dit, nous allons nous marier. Ce qui est à toi est à moi, et je pense que c'est un cadeau généreux qui résout 2 problèmes. Mon frère obtient ce qu'il veut et nous récupérons l'espace du garage. Cette moto est à mon nom. Elle est immatriculée à mon nom. Elle est assurée par moi. Ce n'est pas un bien matrimonial car nous ne sommes pas encore mariés. Et même si nous l'étions, on ne peut pas donner unilatéralement la propriété de quelqu'un d'autre. Tu es égoïste. C'est une moto. C'est mon frère. Je l'ai regardé et j'ai dit très clairement, touche-la et c'est terminé. Elle a levé les yeux au ciel. Tu mettrais fin à des fiançailles pour une moto? Je mets fin à des fiançailles parce que quelqu'un vole ma propriété. Oui. Elle m'a traité de dramatique et est allée se coucher. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je croyais sincèrement que la conversation était close. Ce fut mon erreur. 2 semaines plus tard, un jeudi, je suis allé au travail à 6 heures du matin comme d'habitude. Je suis rentré à la maison à 16h30. Je me suis garé dans l'allée, j'ai ouvert le garage. La moto avait disparu. La housse était sur le sol. Le chargeur de maintien de la batterie était débranché et enroulé proprement sur l'établi. L'endroit où ma moto était restée pendant 3 ans était vide. Il ne restait que des taches d'huile sur le béton où elle avait l'habitude de bouter. Je suis resté debout dans ce garage pendant environ 30 secondes. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur. Elle était sur le canapé, tout à fait détendue, regardant quelque chose sur son téléphone. Elle a levé les yeux et a dit, avant que tu ne paniques. Où est ma moto? Je l'ai fait remorquer chez mon frère. C'est son cadeau d'anniversaire. J'ai organisé un remorquage sur plateau ce matin après ton départ. C'est fait. Et honnêtement, une fois que tu te seras calmé, tu verras que c'était la bonne décision. Qui l'a remorqué? Une entreprise de dépannage. Je les ai trouvés en ligne. As-tu signé pour le remorquage? Oui. Sur un véhicule que tu ne possèdes pas, qui n'est pas à ton nom et sur lequel tu n'es pas assuré? Elle cligna des yeux. Cette question ne lui avait pas traversé l'esprit. J'ai dit, j'appelle la police. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu vas appeler la police pour une moto? Ils vont rire de toi. Mon véhicule doté d'une carte grise, immatriculé et assuré a été retiré de ma propriété sans ma connaissance ni mon consentement. C'est un vol. Ce n'est pas un vol. Je suis ta fiancée. Je vis ici. Tu ne possèdes pas la moto. Tu ne possèdes pas cette maison. Ton nom n'est pas sur la carte grise ou l'assurance. Tu as fait remorquer un véhicule qui ne t'appartient pas et tu l'as donné à quelqu'un d'autre. C'est un vol caractérisé. J'ai appelé le commissariat depuis le garage. Elle m'a suivi dehors, soudainement moins confiante. Elle a dit, tu fais vraiment ça. Et j'ai dit, je t'avais dit ce qui arriverait. Tu l'as fait quand même. L'agent de police qui est venu était professionnel. Il a pris ma déposition. Je lui ai montré la carte grise que je garde dans mon coffre-fort unifuge. Je lui ai montré l'attestation d'assurance. Je lui ai montré des photos du processus de construction sur mon téléphone, prouvant que la moto était à moi. Je lui ai donné la description. Honda CB 750 de 1978, café racer sur mesure, vert anglais de course avec une bande crème, modification spécifique.
Il a demandé à ma fiancée sa version des faits. Elle lui a dit qu'elle était ma fiancée et que nous avions un désaccord sur une propriété partagée. Il a demandé si son nom figurait sur la carte grise. Elle a répondu non. Il a demandé si elle avait une autorisation écrite pour déplacer le véhicule. Elle a répondu non. Il a dit, Madame, cela constitue une utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur. Elle a commencé à pleurer. Il n'a pas semblé ému. Il a rédigé un rapport. Mise à jour numéro 1. 6 jours plus tard. Voici ce qui s'est passé après le rapport de police. L'agent m'a dit que puisque je savais où se trouvait la moto, à savoir l'appartement de son frère, je pouvais fournir cette information et qu'il tenterait de la récupérer. Je leur ai donné l'adresse. Je leur ai également dit que son frère n'avait pas le permis moto. L'agent a pris note de cela. 2 jours après le rapport, j'ai reçu un appel de l'inspecteur chargé de l'affaire. Il a dit qu'il n'avait pas encore récupéré la moto à l'adresse de son frère parce que son frère n'était pas chez lui lorsqu'ils y sont passés. Il a dit qu'ils essaieraient à nouveau. Pendant ce temps, ma fiancée était passée des pleurs à une fureur totale. La nuit après le rapport de police, elle s'en est prise à moi avec tout ce qu'elle avait. Tu as appelé les flics pour mon frère. Est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Il pourrait se faire arrêter. Il est en possession d'un véhicule volé. Oui, il pourrait se faire arrêter. Ce n'est pas volé. Je le lui ai donné. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu ne possèdes pas. C'est comme si j'entrais chez un concessionnaire automobile et que je donnais la voiture de quelqu'un d'autre à mon ami. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes fiancés. Nous sommes sur le point de nous marier. Tout dans cette maison. Nous ne sommes plus fiancés. Cela l'a fait taire. J'ai sorti la bague de ma poche. Je la portais sur moi depuis le jour où j'avais trouvé le garage vide parce que je savais que ce moment allait arriver. Et je l'ai posée sur le plan de travail de la cuisine. C'était une bague de 3500 €. Modeste selon les normes d'Internet, significative selon les miennes. Elle l'a fixée du regard. Tu mets fin à tout cela pour une moto. Je mets fin à tout cela parce que tu m'as volé, que tu as ignoré ma limite explicite, et que ta réaction en te faisant attraper a été de me dire que je réagissais de manière excessive. Ce sont 3 raisons distinctes, et n'importe laquelle d'entre elles serait suffisante. Elle a ramassé la bague, l'a remise dans sa boîte et a dit « Je garde ça ». Cette bague était un cadeau conditionnel subordonné au mariage. Nous n'allons pas nous marier. En France, selon le Code civil, la bague de fiançailles retourne à celui qui l'a offerte lorsque les fiançailles sont rompues. Depuis quand es-tu avocat? Depuis environ 4 heures après que tu as volé ma moto. J'ai fait quelques recherches. Elle est partie ce soir-là. Elle est allée chez ses parents. Elle a emporté la bague avec elle. J'ai documenté le fait qu'elle l'avait prise. Je l'ai ajoutée au dossier. La bague était un combat pour un autre jour. La moto était la priorité. Maintenant, son frère. Son frère. Le garçon dont c'était l'anniversaire. Le voiturier de 26 ans, qui avait maintenant un café raceur sur mesure valant 5 à 10 fois son budget annuel de loisirs stationné sur sa place de parking, ne m'a pas contacté, ne s'est pas excusé, et n'a pas proposé de rendre la moto. Au lieu de cela, il a fait possiblement la chose la plus stupide qu'il aurait pu faire. Il l'a conduite sans permis moto, sans assurance. Mon assurance était sur la moto, mais j'avais déjà appelé mon assureur et je l'avais déclaré volée, ce qui signifiait que la couverture était suspendue dans l'attente de l'enquête, et sans carte grise à son nom. Il est juste monté dessus et s'est promené avec. Je le sais parce qu'un de mes amis l'a vu. Mon ami était dans une station-service et a regardé ma moto, mon café raceur vert anglais de course incomparable que peut-être 3 personnes dans toute notre agglomération reconnaîtraient, arriver avec son frère dessus. Mon ami a pris une photo avec son téléphone et me l'a envoyée. Son frère ne portait pas de casque, sur ma moto construite à la main, sans permis, sans assurance. J'ai transféré la photo à l'inspecteur avec un horodatage et une note disant « Le suspect conduit le véhicule déclaré volé sans permis moto ni casque ». 3 jours après cette photo, son frère a été arrêté lors d'un contrôle routier de routine. L'agent a vérifié les plaques d'immatriculation. La moto est ressortie comme étant déclarée volée. Son frère a été arrêté sur le champ. Les accusations, recel de vol, un délit grave en France pour des biens évalués à plus de 1 400 €,
et conduite d'une moto sans l'autorisation appropriée, une infraction au code de la route. La moto a été mise en fourrière comme preuve, elle ne m'a pas encore été rendue. Saisie par la fourrière en attendant le procès. Cette partie a fait mal. Ma moto était assise dans une fourrière de la police, mais c'était mieux que d'être assise sur la place de parking de son frère et d'être conduite sans casque par un gars qui ne savait pas distinguer un carburateur d'un pot catalytique. Son frère a appelé mon ex depuis la garde à vue. Mon ex m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal que j'ai sauvegardé. Le message vocal disait, et je veux être précis ici, mon frère est en cellule à cause de toi. Il ne savait pas qu'elle était volée. Je lui avais dit que je la lui donnais. Il n'a jamais été arrêté auparavant. Si tu ne retires pas ta plainte, mon père va te rendre la vie très difficile. Tu vas regretter cela. Mon père va te rendre la vie très difficile. C'est une menace. J'ai sauvegardé le message vocal, je l'ai transféré sur mon courrier électronique et je l'ai sauvegardé. Son père m'a appelé le lendemain. Son père est un chauffeur-livreur de colis à la retraite. Un grand gars, une voix forte. Le genre d'homme qui a des opinions bien arrêtées sur la loyauté et la famille et qui les exprime à un volume qui fait grésiller le haut-parleur de votre téléphone. Tu dois sortir mon fils de là. Votre fille a volé ma moto et l'a donnée à votre fils. Votre fils a conduit un véhicule volé sans permis. Ce sont les conséquences de leurs actes, pas des miens. C'est un gamin. Il a 26 ans. Il ne savait pas que c'était volé. Il a reçu une moto d'une valeur de plus de 12 900 € rien qu'en pièces de la part de sa sœur qui ne possède pas de moto. À aucun moment il ne s'est posé de questions à ce sujet. Ce n'est pas. Tu ne peux pas juste. La famille ne se fait pas ça. Nous ne sommes pas une famille. Votre fille et moi ne sommes plus fiancés. Et même si nous l'étions, le vol reste un vol. Il m'a traité de lâche. Il a dit que je n'étais pas assez homme pour régler cela face à face. Il a dit qu'il venait chez moi. Je lui ai dit que s'il se présentait chez moi, j'appellerais de nouveau la police. J'avais déjà sauvegardé le message vocal menaçant de sa fille. Il n'est pas venu. Mise à jour numéro 2. 3 semaines plus tard. Dernière mise à jour. Celle-ci est dense car beaucoup de choses se sont passées dans un laps de temps très court une fois que le système judiciaire s'est mis en marche. Son frère a passé une nuit en maison d'arrêt avant que ses parents ne paient sa caution. La caution s'élevait à 2 300 €. Ils ont avancé l'argent. Il a été présenté au juge la semaine suivante. L'accusation de recel de vol était la plus importante. Son avocat commis d'office a demandé au procureur de la République de la réduire, arguant qu'il avait reçu la moto de bonne foi comme un cadeau et qu'il ne savait pas qu'elle était volée. Le procureur a examiné le rapport de police et mon dossier de preuve, qui à ce stade comprenait la carte grise, les documents d'assurance, les photos de la construction, l'échange de messages textuels où mon ex me disait explicitement qu'elle donnait la moto à son frère. Et un message vocal sauvegardé où elle me menaçait après son arrestation. Le procureur n'a pas réduit l'accusation. La preuve que la moto était à moi était irréfutable, et les messages textuels de mon ex prouvaient qu'elle savait que je n'avais pas consenti. Son frère, clamant la bonne foi, était discrédité par le fait que sa propre sœur m'avait envoyé un message textuel disant qu'elle lui donnait ma moto, ce qui signifiait que la famille savait que la moto ne lui appartenait pas pour la donner. Le procureur a dit à son avocat commis d'office que si le frère voulait plaider la bonne foi, il devrait témoigner que sa sœur lui avait menti sur la propriété, ce qui signifierait effectivement jeter sa sœur en pâture en audience publique. Son avocat commis d'office lui a conseillé d'accepter une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'accord, plaider coupable d'une accusation réduite d'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur, un délit mineur. La peine, 18 mois de mise à l'épreuve, 1840 € de dédommagement envers moi pour les frais de stockage et de fourrière, et le retour immédiat de la moto. Il a accepté l'accord. Décision intelligente. L'accusation de recel l'aurait détruit. Mais voici la partie qui a rendu toute l'affaire satisfaisante d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Parce que le frère a accepté l'accord, le bureau du procureur a ouvert une enquête distincte sur mon ex-fiancée. Elle n'était pas seulement un témoin. C'était elle qui avait orchestré le vol. Elle avait organisé le remorquage. Elle avait signé pour cela. Elle avait dirigé les biens volés vers son frère.
L'accord de plaidoyer du frère stipulait explicitement que le véhicule lui avait été fourni par une tierce partie sans autorité légale, et cette tierce partie était mon ex. L'inspecteur m'a appelé environ 10 jours après l'accord du frère. Il a dit que le procureur envisageait des poursuites contre mon ex pour vol de véhicule à moteur. Pas pour possession, mais un vol réel, car c'est elle qui avait fait retirer la moto de ma propriété et l'avait transférée à quelqu'un d'autre. Le frère l'a seulement reçue. C'est elle qui l'a prise. En France, le vol de biens évalué entre 4 600 et 23 000 € est un délit de troisième catégorie. La valeur documentée de la moto, basée sur les reçus de pièces, des constructions comparables et l'évaluation d'assurance que j'avais soumise lorsque je l'ai assurée, était d'environ 12 900 €. Un délit grave pour avoir donné la moto de son fiancé à son frère comme cadeau d'anniversaire. L'avocat de sa famille, ils en avaient engagé un à ce stade, le même qui s'occupait de l'affaire du frère, a contacté le procureur et a proposé un accord. Mon ex ne contesterait pas une accusation de vol en tant que délit mineur, paierait un dédommagement total pour tous les coûts que j'ai engagés et purgerait 2 ans de mise à l'épreuve. En échange, le procureur n'engagerait pas de poursuite pour vol aggravé. Le procureur a demandé mon avis en tant que victime. Le bureau d'aide aux victimes m'a appelé et a demandé si j'avais des objections à la résolution proposée. J'y ai réfléchi pendant exactement une soirée. Voici ce que j'ai pesé. D'un côté, elle a volé ma moto. Elle avait été avertie. Elle l'a fait pendant que j'étais au travail. Elle a organisé le remorquage sur plateau d'un véhicule qu'elle n'avait aucun droit légal de toucher. Elle l'a donné à son frère qui l'a conduite sans permis, sans assurance, sans casque. Quand elle a été attrapée, elle m'a menacé. Sa famille a essayé de m'intimider pour que j'abandonne l'affaire. À aucun moment personne dans cette famille n'a dit « nous avions tort ». D'un autre côté, une inscription au casier judiciaire la suivrait à vie. Elle est assistante dentaire. La plupart des postes dans le domaine de la santé exigent des vérifications des antécédents. Une lourde condamnation pourrait lui coûter sa carrière. Elle a 30 ans. Je lui ai dit au bureau d'aide aux victimes que je n'avais aucune objection à l'accord de délit mineur, mais je voulais un dédommagement complet. 1840 € en frais de fourrière et de stockage, 320 € pour la nouvelle serrure de garage que j'avais installée et 170 € pour l'inspection que j'avais fait faire à un mécanicien sur la moto après sa récupération pour m'assurer que son frère n'avait rien endommagé pendant ses promenades sans permis. Dédommagement total, 2330 €, plus 2 ans de mise à l'épreuve, plus une condamnation pour vol inscrite sur son casier judiciaire. Elle a accepté l'accord. Elle n'avait pas le choix. La moto a été libérée de la fourrière un mercredi après-midi. J'ai pris ma journée au travail. J'ai conduit jusqu'à la fourrière avec mon ami qui a un camion et une remorque. L'employé de la fourrière a traité la libération. J'ai marché dans le parc de stationnement et elle était là, mon café rasseur vert anglais de course assis entre une berline cabossée et une camionnette de travail, couvert de poussière avec une étiquette jaune de fourrière attachée au guidon. Je suis resté à côté pendant 1 minute, je l'ai examiné. Quelques nouvelles rayures sur le réservoir, mineures, probablement dues à la fourrière, pas à la conduite. Les couvre-culasses que j'avais usinées moi-même étaient intactes. La selle était sale, mais non endommagée. Tout le reste semblait correct. Mon ami m'a aidé à la charger sur la remorque. Sur le chemin du retour, il a dit « ça va ». J'ai dit « ça ira une fois qu'elle sera de retour dans le garage ». Nous l'avons déchargée. Je l'ai roulée dans le garage, je l'ai mise sur la béquille centrale, j'ai branché le chargeur de maintien de la batterie, et j'ai mis la housse dessus. Ensuite, je suis resté là pendant 1 minute à regarder sa forme sous la housse. Et je vais être honnête, mes yeux se sont mouillés. Non pas à cause du drame ou des affaires juridiques ou de la rupture, mais parce que j'avais passé 5 ans à construire cette machine de mes propres mains, et que quelqu'un avait essayé de me la prendre comme si c'était un meuble dont il ne voulait plus, et elle était à la maison maintenant. J'ai nettoyé, j'ai verrouillé le garage avec une nouvelle serrure dont moi seul possède la clé, et je suis rentré à l'intérieur. Les conséquences, brièvement. Son frère a 18 mois de mise à l'épreuve et un délit sur son casier judiciaire. Il travaille toujours comme voiturier, mais la condamnation signifie que certaines chaînes d'hôtels ne l'embaucheront pas. Certaines effectuent des vérifications d'antécédents sur le personnel voiturier car il manipule des véhicules coûteux. Ironique étant donné que tout son problème a commencé parce qu'il n'a pas pu garder ses mains loin du véhicule de quelqu'un d'autre.
Mon ex a 2 ans de mise à l'épreuve et une condamnation pour vol. Elle travaille toujours comme assistante dentaire pour l'instant. Le délit ne lui coûtera probablement pas sa licence professionnelle. L'ordre des dentistes se soucie davantage des crimes lourds et des infractions liées à la drogue, mais c'est là. Chaque futur employeur qui demandera un extrait de casier judiciaire le verra. Chaque agence immobilière un peu regardante posera des questions. La bague, elle l'avait toujours. Mon avocat, oui, j'ai pris un avocat pour cette partie avec une provision de 1380 €, a envoyé une lettre de mise en demeure pour le retour de la bague de fiançailles en se basant sur la jurisprudence des présents d'usage. Elle l'a rendue par l'intermédiaire de son avocat dans les 10 jours. Je l'ai vendue pour 2020 €. La revente, encore une fois, est brutale. Et j'ai utilisé l'argent pour payer mes frais de justice. Reste à charge nette après le dédommagement et la vente de la bague, environ 1290 € de frais de justice que je ne récupérerai jamais. Je considère cela comme le coup pour apprendre exactement qui j'étais sur le point d'épouser. Sa mère m'a appelé une dernière fois. Elle n'a pas crié. Elle semblait fatiguée. Elle a dit, mon fils a un casier judiciaire. Ma fille a un casier judiciaire pour une moto. J'ai dit, pour le fait que votre fille a volé une moto et que votre fils l'a conduite. Je n'ai pas créé cette situation. Je l'avais prévenue. Elle l'a fait quand même. Elle a dit, j'espère que tu es heureux. J'ai dit, je ne suis pas heureux. Je suis soulagé. Il y a une différence. Elle a raccroché. Ce fut le dernier contact. La moto est dans mon garage. J'ai remplacé la batterie, fait la vidange d'huile, nettoyé les carburateurs, et je l'ai sorti dimanche matin dernier pour la première fois depuis que tout ce gâchis a commencé. J'ai roulé pendant environ 40 minutes. Aussi douce que jamais. La note du moteur, ce son particulier du 4 cylindres en ligne de la CB 750 que quiconque en a entendu un reconnaît, a rempli mon casque et j'ai simplement respiré. Je suis rentré à la maison, je l'ai garé en marche arrière dans le garage, j'ai mis la housse et j'ai verrouillé. Mon garage, ma moto, ma serrure, ma vie. C'est tout. C'est toute l'histoire. 5 ans de construction et 5 semaines de chaos. Et à la fin, la moto est exactement là où elle doit être. Et les personnes qui ont essayé de la prendre sont exactement là où elles se sont mises.